vous avez une application qui a besoin de scaler, c'est-à-dire que vous avez un plafond de verre, un utilisateur maximum que vous avez peur de dépasser, ben, cette vidéo est faite pour vous. Le but est de vous permettre de prendre du recul par rapport à ce que vous faites, voir quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts, et à quel point vous êtes prêt à passer au niveau au-dessus, et à passer de 100 à 1000, à 10 000, à 1 million de utilisateurs par mois, voire par jour. Alors ça passe par pas mal d'étapes, on va voir, hein, ça peut être du code, ça peut être de l'infrastructure, ça peut être du user experience, donc de l'UX, ça passe par beaucoup de petites choses de ce genre-là. On va voir ça petit à petit. Mais le plus important qu'il va falloir retenir, c'est cette prise de recul. Je pense que tout le monde comprend l'intérêt. Maintenant, dans la pratique, c'est toujours très compliqué de sortir un peu la tête du guidon, d'avoir une vue un peu plus globale et se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal? Toutes les étapes que je vais vous montrer, vous pouvez les faire une fois de temps en temps. On peut faire un audit global une fois tous les ans, par exemple, voire une fois tous les 2 ans, ça dépend de l'évolution aussi, et du nombre de personnes qui travaillent sur l'application. Là, on est plutôt sur une partie qui va travailler avec peu de personnes et qui va chercher à grossir et avoir plus de monde d'un seul coup. Alors, on va commencer donc la partie code qui a intéressé beaucoup les développeurs. Est-ce que vous avez des reviews de code? Alors, les peer reviews, pour donner les gros mots. Est-ce que vous avez des feature branch? Je donne de gros mots exprès, hein, c'est pour aussi vous permettre de faire des recherches. En fait, l'idée, ça va être de toujours faire une review par un autre développeur de ce qui a été ajouté. Voir que est-ce que ça marche bien. Donc, faire un test concret. Ne pas avoir une vision d'un développeur, mais avoir au moins deux visions. Et vérifier que le code qui a été fait est compris par les deux. Ne tombez pas dans l'erreur de mettre un sachant et un apprenant, l'apprenant qui code et le sachant qui relie. Ça ne sert à rien, enfin c'est pas super utile. L'intérêt c'est que tous les deux montent. Posez des questions naïvement. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Je ne connais pas cette syntaxe. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. C'est juste on apprend ensemble les choses. Les tests unitaires d'intégration, c'est pas forcément utile avant. Ça le devient maintenant parce qu'on va commencer à avoir une application qui va commencer à prendre un peu de poids. Et donc, il nous faut nous assurer d'avoir des tests de non-régression. Quand on met en production et qu'on a plein de fonctionnalités et qu'on n'est pas sûr qu'elles tournent encore, il n'y a rien de pire en termes de stress quand on essaye d'appuyer sur le petit bouton d'envoi en prod. Donc l'idée des tests, c'est à ce moment-là que ça devient réellement utile. On veut s'assurer que tout fonctionne, ou en tout cas de s'assurer que 80% des fonctionnalités importantes fonctionnent. La documentation technique, elle est surtout utile pour recruter. Si vous voulez rajouter de nouveaux développeurs sur l'application ou une personne qui va travailler à mi-temps entre plusieurs projets, c'est très utile qu'ils puissent se baser sur ces documentations pour faire un onboarding, qu'ils puissent monter rapidement en compétences. Ça a d'autres intérêts, mais qui sont un peu plus mineurs malgré tout. Donc ça, vraiment pour le code pur et dur. Maintenant, on va faire la partie 2. Sympa à faire de temps en temps. Euh, les tests de charge. Alors, je vous demande pas de faire à chaque sprint un test de charge, ça n'a pas d'intérêt non plus. Mais à chaque gros changement, ça peut être par exemple tous les 6 mois, on fait un gros test un peu violent, on va appeler de l'artillerie avec des milliers d'appels par seconde, juste voir qu'est-ce qui se passe. Tel service va cracher? Oui, c'est un peu le but. Ça, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on va avoir une page de warning? Est-ce qu'on a une page qui va dire attention, il y a un problème? Est-ce qu'on va avoir euh, n'importe quoi? Est-ce que tel service, une fois qu'il est mort, tous les autres sont morts? C'est possible. Typiquement, un service d'authentification, souvent, il est assez critique et si on n'a pas de backup, et ben, s'il tombe, tout tombe. Et dans le même sens, le monitoring et alerting, qui va un peu avec, hein, bien sûr, on va détecter par exemple les montées de charge. Si on peut les prévenir, c'est pas mal. Si on peut avoir une automatisation qui permet de réagir, typiquement la page de travaux en cours ou autre, ça peut toujours être extrêmement satisfaisant de ne pas avoir juste une site qui ne répond pas du tout. Mais c'est aussi pouvoir remonter les erreurs et pouvoir les catégoriser après coup. Donc ça demande plutôt le travail d'un opérationnel, d'un ops. Est-ce que vous en avez un dans l'équipe, par exemple? Ou est-ce qu'une personne va dédier, par exemple, 1 heure de son temps par semaine, voire par jour, ce serait encore mieux, à catégoriser les erreurs? Ça dépend aussi beaucoup du volume que vous avez. Le but, c'est pas de catégoriser chaque erreur, c'est de faire des règles de catégorisation via Sentry, par exemple, qui est un outil très connu pour ça, où on va dire, tiens, tel cas d'erreur, il est accepté. C'est un cas qu'on va totalement accepter. Celui-là, par contre, c'est un cas critique. Là, il va falloir le remonter, créer un ticket rapidement et essayer de le corriger.
Et donc c'est ça la capturation, c'est savoir à quel point c'est ou pas vital de le corriger rapidement. On va passer en partie 3, test utilisateur, analyse de l'usage. Donc c'est là où on va sur de l'UX. On veut s'assurer que en fait, l'interface elle est comprise par l'utilisateur final. Si vous arrivez à avoir des bêta-testeurs, c'est génial. Ils peuvent vous faire des retours le plus tôt possible. Est-ce qu'ils comprennent la fonctionnalité? Est-ce qu'elle est réellement utile pour eux? Et vous pouvez même commencer à faire des POC, simplement vraiment des choses le plus minimalistes possible, sans que ce n'est même pas fonctionnel. Un POC n'est pas fonctionnel, j'insiste. Vous leur montrer le plus tôt possible, voir s'il y a rien qui comprenne l'intérêt de la fonctionnalité. Vous mettez simplement une screenshot, simplement un bouton qui ne fait rien derrière, vous expliquez un petit peu, et vous pouvez déjà avoir un retour très précieux avant de l'envoyer à tous les utilisateurs. La partie 4, ça va être l'audit de sécurité, la conformité. Alors ça, c'est toujours un grand débat à quel point, quelles sont les normes qu'on va vouloir suivre, comment on va vouloir les suivre. Par exemple, est-ce que vous stockez de la même manière un mot de passe qu'un est-ce que l'utilisateur est en mode clair ou en mode sombre sur le site? Euh, c'est pas la même criticité de données, ça n'a même pas forcément de sens d'être dans la même base de données. Vous pouvez avoir du multi-base de données avec du Mongo d'un côté, du SQL de l'autre, du Postgre, du je sais pas, du Neo4j. Vous pourriez totalement être sur du utiliser l'intérêt, la force de chaque base de données indépendamment. Et donc ça, pour le coup, c'est beaucoup de documentation, rester un petit peu à jour, et ça veut dire aussi, par exemple, le RGPD. Est-ce que vous comprenez le RGPD? Est-ce que vous avez des actions si vous n'avez aucune interaction avec l'utilisateur pendant 1 ou 2 ans? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous supprimez les données, comme ça peut être recommandé? Est-ce que vous êtes en fait, dans les normes? Et ça, pour le coup, comme je dis, il va falloir lire un peu de doc. Mais vous pouvez vous mettre une conformité et vérifier une conformité à la fois, lire la documentation. Ça peut vous prendre quelques jours, malheureusement, c'est un peu long. La partie 5, la scalabilité technique. Les performances et temps de réponse. Alors, c'est intéressant sous un certain seuil. Par exemple, moi j'ai longtemps cherché à avoir toutes mes applications, toutes mes API qui répondaient en 100 à 120 millisecondes, ce qui n'a aucun intérêt pour une API utilisée par un front-end. Si l'utilisateur voit son interface arriver en 400 millisecondes, c'est très rapide pour lui. Donc si l'API répond en 200 millisecondes, ça peut être largement suffisant. Pour beaucoup d'entreprises, 1 seconde, c'est bien. Mettre la barre trop haut ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut que vous vous rendiez compte, est-ce que vous êtes à un niveau cohérent, est-ce que vous êtes sur du mobile ou du web, lequel va être le plus intéressant pour vous, desktop ou mobile, pardon. Et les niveaux de performance ne seront pas les mêmes souhaités. L'architecture du système, bien sûr, on va avoir, pour avoir une architecture, par exemple, plus modulaire, pour qu'on puisse croître rapidement, on va essayer d'éviter le monolithe. C'est intéressant à avoir au début parce qu'on ne veut pas se complexifier la vie. Là, comment potentiellement chaque petit morceau va pouvoir grossir, avoir une architecture modulaire, ça peut être intéressant. Donc comment on fait la transition du monolithe vers du microservice, pardon, ou autre, hein, ça peut être aussi de l'exa, ou ça peut être plein de notions qui sont comme ça, mais en gros, le but, ça va être de partir vers de la modularité petit à petit. Et enfin, la partie 6, la scalabilité organisationnelle. Alors, là, moi, c'est ma petite casquette de DevOps. L'automatisation, super important. Comment on met en production sans avoir à faire des actions manuelles dans tous les sens? Est-ce qu'on peut se baser sur les tests unitaires, sur les tests d'intégration? Est-ce qu'il faut continuer à faire les tests manuels malgré tout? Je vous rassure, enfin non, je vous rassure pas, pendant longtemps, on va devoir continuer à faire des tests manuels, et petit à petit, on pourra s'en échapper et n'avoir plus que l'automatique. Mais ça demande pas mal d'efforts, malgré tout, sur l'automatisation. Et vérifier aussi la montée d'erreurs lors de la mise en production pour pouvoir faire un rollback automatique, ou en tout cas remonter une alerte pour proposer de le faire. Ça peut être intéressant. C'est tous ces trucs automatiques. Ça peut aussi être en amont, et comment on optimise les images, comment on optimise tous les éléments qui sont rébarbatives pour un développeur, ou même pour de l'organisationnel pur et dur, c'est-à-dire je crée une tâche, est-ce que je peux pas pré-créer des choses ou pas? Ça peut aussi être la gestion de CMS et compagnie. Et la gestion de la croissance, ça va être un peu similaire. C'est comment j'onboard le client de bout en bout, comment je l'aide à réussir à utiliser ce qu'on lui propose. Est-ce que je lui envoie des petits mails? Est-ce que je lui envoie des choses comme ça?
ça va être extrêmement profond pour pousser à ce qu'ils se sentent bien en fait. Et aussi, bah, la croissance, ça fait aussi partie de est-ce que j'ai besoin de plus de développeurs, est-ce que j'ai trop de demandes par rapport à ce que je peux produire, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Avec ça, je pense que vous avez déjà pas mal d'éléments pour avancer. Alors bien sûr, je vous propose d'auditer tel quel, mais si vous arrivez à le faire tout seul, franchement, faites-le. C'est extrêmement enrichissant. Prenez une partie seulement, donnez-vous un demi-sprint pour faire quelque chose et tentez au moins d'avancer sur le sujet. La conformité peut être extrêmement intéressant à apprendre sur le long terme. Alors ça évolue relativement peu, heureusement. Donc une fois que c'est appris, vous avez de bonnes bases pour un bon moment. Et donc, si vous pouvez m'intéresser que je fasse un audit où je vous aide à le mettre en place pour vous-même, vous pouvez me contacter, bien sûr. Et puis sinon, bah, vraiment, prenez ce recul, c'est super important. À la prochaine.